Bernie était mon cousin préféré parce qu'il était le seul à ne pas me traiter comme un bébé à 11 ans. Alors, quand il a dit qu'on devrait faire une blague à nos parents le jour du poisson d'avril, je n'ai même pas eu besoin d'être convaincu. Les farces de Bernie étaient toujours les meilleures. L'année dernière, il a mis du film plastique sous la lunette des toilettes et son père est tombé dans le panneau. On en a ri pendant des mois. Cette fois, on restait simple. La ferme de mon oncle avait un immense labyrinthe de maïs qu'ils ouvraient chaque octobre. En avril, le maïs mesurait déjà 2,5 mètres de haut. Bernie a dit qu'on s'éclipserait, qu'on se cacherait dans le labyrinthe et qu'on regarderait nos parents paniquer. Ils vont courir partout, crier nos noms comme des idiots, a-t-il dit en rigolant. Ce soir-là, alors que nos parents riaient, dînaient et buvaient du vin, Bernie m'a attrapé le bras et m'a chuchoté que c'était le moment. On est sorti par l'arrière et on a couru à travers le champ en rigolant. L'entrée du labyrinthe était à environ 180 mètres, assez loin pour qu'ils ne nous entendent pas. C'était ce moment étrange, juste avant la nuit, quand tout semble gris. Le maïs bruissait dans le vent et le labyrinthe était plus grand que dans mes souvenirs. Les sentiers étaient étroits et les tiges nous dominaient. On a tourné à gauche, à droite, puis encore à gauche. Bernie répétait qu'on devait aller plus loin. Au virage suivant, un caillou s'est enfoncé dans mon talon. Je sautillais sur un pied quand j'ai entendu le bruissement. Mon cœur s'est emballé. J'ai arrêté de sautiller et j'ai écouté. J'ai demandé à Bernie. Lui aussi s'est arrêté pour écouter les pas feutrés venant de derrière nous dans le labyrinthe. Sûrement juste un ouvrier agricole, Grace. Bernie a haussé les épaules. Allez, cachons-nous et faisons-lui peur. On s'est glissé derrière un coin et plaqué contre le maïs. Les tiges étaient rugueuses et râpeuses, sentant la terre et l'engrais. Les pas se sont rapprochés. Ils étaient lents et traînants, comme si la personne était blessée ou défoncée. Quand ils sont arrivés tout près, Bernie m'a fait un pouce levé. Soudain, un type a tourné au coin et s'est arrêté à quelques mètres. Il était vraiment grand, aussi grand que mon père, avec une chemise en flanelle sale. Ses cheveux gris partaient dans tous les sens et il tenait une énorme machette comme dans un film de la jungle. Bernie et moi, on a avalé notre salive pendant qu'il fixait le champ sans rien dire. Il a regardé le chemin, puis sa tête a tourné lentement et il nous a fixés droit dans les yeux. J'ai crié quand Bernie m'a pris la main et on s'est enfui. J'entendais encore les bottes du type racler la terre derrière nous, avec un bruit de déchirure, comme s'il tranchait le maïs. On tournait sans arrêt et Bernie me tirait tout le long. D'un coup, ma chaussure s'est envolée, mais Bernie ne m'a pas laissé ralentir. Derrière nous, le bruit de déchirement devenait de plus en plus fort. Il était à 6 mètres derrière. « Allez, Grace !» Bernie a crié en tirant sur mon bras. On est arrivé à une impasse avec un mur de maïs. On s'est retourné et l'homme était juste là, nous bloquant. Il a levé la machette. « Passe par le maïs !» Bernie m'a poussé vers le mur. « Force le passage !» J'ai commencé à griffer les tiges. Elles étaient super épaisses et m'ont coupé les mains, mais j'ai continué jusqu'à faire un trou. « Allez, Bernie !» J'ai crié, essayant de garder les tiges ouvertes. Bernie tendait la main. Sa main a presque touché la mienne. Juste là, l'homme a attrapé la chemise de Bernie et l'a tirée en arrière. Bernie a hurlé comme je ne l'avais jamais entendu. Nos doigts se sont touchés avant que le labyrinthe ne l'avale. J'ai entendu la machette et des bruits de coups mouillés. Bernie criait à l'aide. J'ai poussé à travers le maïs jusqu'à tomber sur un autre chemin. J'ai continué à courir et tourner sans même réfléchir. Mon pied nu saignait. J'entendais encore ses pas lents derrière moi, comme s'il savait que je finirais par fatiguer. Soudain, j'ai vu les lumières de la ferme à travers le maïs et j'ai sprinté vers elle. Ma mère m'a trouvé peut-être 10 minutes plus tard, appelant mon nom. Elle avait l'air agacée jusqu'à ce qu'elle me voie. J'étais couverte d'égratignures, il me manquait une chaussure et je n'arrêtais pas de pleurer. Elle a demandé où était Bernie et j'ai juste pointé le labyrinthe. Tous les adultes sont entrés avec leurs lampes, criant le nom de Bernie. Oncle Rob avait une batte de baseball. Ils sont restés là-dedans plus d'1 heure. Mais ils sont ressortis bredouilles. Les flics sont arrivés vers minuit. Ils ont amené des chiens et fouillé tout le labyrinthe avec d'énormes projecteurs. Ils ont trouvé le sac de Bernie près du cul-de-sac.
Son téléphone était dedans. Ils ont aussi trouvé 4 doigts dans la terre à côté. Ils n'ont jamais retrouvé le reste. Ils n'ont pas trouvé l'homme non plus. Mon oncle a dit qu'il n'y avait aucun ouvrier à la ferme ce jour-là. J'ai tout raconté à la police. Ils ont cherché partout, mais personne en ville n'avait entendu parler de Bernie. Mon oncle a fermé le labyrinthe. Il a tout labouré 2 semaines plus tard. Bernie est toujours porté disparu. L'affaire est toujours ouverte. Ils ont ses doigts comme preuve, c'est tout ce qu'il reste de lui. Ça fait presque 5 ans depuis ce 1er avril. J'ai encore des cauchemars sur la main de Bernie tendue vers moi, sur ce bruit de hachage humide. Ma psy dit que j'ai un stress post-traumatique, que j'étais qu'un gamin et que je ne pouvais rien faire. Mais elle n'a pas vu le visage de Bernie quand l'homme l'a attrapé. Elle ne l'a pas entendu crier mon nom. Parfois, je me demande si l'homme est toujours là, tapi dans un autre labyrinthe de maïs sur une autre ferme, cherchant des gamins qui trouvent les blagues marrantes. Je grignotais des frites à la cafétéria quand Zek et Milo m'ont rejoint. « Tu as entendu parler de la femme en pleurs ?» demanda Zek. J'ai pris une grosse bouchée de mon cookie au chocolat et j'ai ricané. « Tais-toi, Zek. On sait tous que demain c'est le 1er avril, alors votre blague, ça marchera pas. » Zeke s'est défendu, disant que le fils de son voisin avait vu une femme anémique dans le tunnel abandonné près du chemin de fer. Quand il l'a vue, il s'est enfui en courant. Il a dit que la femme n'avait ni paupières ni lèvres. Je refusais de le croire, certain que c'était une blague, mais Zach se moquait de moi, disant que j'étais pas assez courageux et blablabla. Plus tard, on rentrait de l'école quand Zeke a recommencé à parler de cette femme effrayante. Notre dispute a continué, et soudain Zeke a déclaré que celui qui irait au tunnel maintenant et filmerait recevrait un seau de nuggets KFC gratuit demain. Je pensais que Milo dirait oui tout de suite parce que la seule chose qui le motivait, c'était la bouffe. Mais à ma surprise, il hésitait. À ce moment-là, j'ai compris que ces deux-là étaient de mèche. Ils voulaient juste que j'y aille et que je flippe pour raconter à tout le monde comment je suis tombé dans leur piège du poisson d'avril. Alors j'ai accepté le défi. Je leur ai dit de rentrer chez eux. Pendant ce temps, j'ai commencé à marcher vers les bois. Mon plan était simple. Aller au tunnel, me filmer en train de me balader pendant 10 à 15 minutes, puis rentrer à la maison. En marchant, je regardais derrière moi pour m'assurer que Zeke ou Milo ne me suivaient pas. Pour info, ce n'était pas le cas. Le chemin de fer servait autrefois à transporter les mineurs de charbon avant la guerre mondiale. J'y étais allé quelques fois avec mon père pour ramasser des plantes rares pour notre jardin. Cet endroit est devenu un vrai sanctuaire peu entretenu, franchement. Quand je suis arrivé sur place, le soleil s'était déjà couché. L'énorme tunnel abandonné se dressait devant moi. J'ai allumé la lampe torche de mon téléphone pour voir dans le noir. Le tunnel fait à peine 10 mètres, on voyait clairement le bout. J'ai commencé à me filmer. Des arbres et du lierre avaient transformé le tunnel en serre. Je voyais des chauves-souris suspendues au plafond. Des gouttes de pluie tombaient du toit. Une odeur de feuilles pourries et de rats morts flottait dans l'air. J'ai marché un peu et pris quelques selfies. 10 minutes passèrent et toujours pas de femme sans paupières. J'ai envoyé un vocal à Zeke pour qu'il soit prêt à m'acheter mes nuggets. J'allais rentrer quand j'ai entendu un bruit dans le coin. Je pensais que c'était un rat, mais en m'approchant, j'ai vu une chauve-souris décapitée. Elle avait ses derniers soubresauts. Une petite flaque de sang en dessous. Horrible, hein? J'ai sursauté en entendant cette voix rauque derrière moi. C'était un SDF d'une 40aine d'années. Son visage s'est tordu en un sourire pendant qu'il répétait. Plutôt horrible, hein? Son apparition soudaine m'a secoué, mais j'ai gardé mon sang-froid. Tu ne m'as pas entendu arriver? Comme cette chauve-souris? Non. Et elle n'a pas entendu le prédateur arriver non plus. J'ai ri nerveusement. Tu es drôle. Il a cessé de sourire, s'est approché de la chauve-souris décapitée et l'a écrasée. Mieux vaut abréger ses souffrances, a-t-il murmuré en fermant les yeux. Je ne suis pas du genre froussard, mais j'étais à 2 doigts de me pisser dessus.
J'ai souvent vu ces histoires d'horreur où les gens se mettent à courir face à un psychopathe ou un tueur en série. Et dans 99% des cas, ils se font poursuivre. J'avais tellement peur que je n'étais pas sûr de m'en sortir vivant si je courais. Alors j'ai pris un air courageux et j'ai dit « Bon, il se fait tard. Maman va s'inquiéter. » Je me suis retourné, gardant une attitude aussi décontractée que possible, et j'ai commencé à marcher. Ai-je essayé de regarder en arrière pour voir s'il me suivait? Pas besoin, quelques secondes après, le SDF marchait juste à côté de moi. « Alors, tu faisais quoi ici? » J'explorais. Y a quoi à explorer ici? J'ai continué à marcher, lui aussi. Le tunnel me semblait maintenant interminable. Rien, juste une balade. J'ai murmuré. Ma gorge était tellement sèche de peur que j'arrivais à peine à parler. Il suivait mon rythme, bien trop près, nos épaules se touchaient presque. Je calculais chaque geste car je sentais que la seule issue était de rester normal. La sueur coulait sur mon front, mais j'avais trop peur pour l'essuyer. L'homme a ricané. « Ha ha ha, tu transpires beaucoup, ou t'as juste la trouille. » Je l'ai regardé sans m'arrêter. Je m'arrête, je meurs, je me suis dit. J'ai répondu, gardant mon calme autant que possible. Non, il fait juste chaud ici. On était presque à l'autre bout du tunnel. Je voyais le reflet du lampadaire au loin. L'espoir montait. Je pouvais m'en sortir vivant. Juste à ce moment-là, alors qu'on s'apprêtait à sortir du tunnel, l'homme m'a bloqué le passage. Mon cœur s'est arrêté. Nos regards se sont croisés. J'étais en larmes, mais lui n'a pas scié. Pas une seule fois. Puis il s'est penché, a approché sa bouche de mon oreille et a murmuré « Ne finis pas comme cette bestiole, gamin. On se reverra. » Il m'a alors glissé quelque chose de mou dans la main, impossible de refuser. J'ai juste saisi ce truc qu'il m'a donné comme une marionnette et j'ai couru. Je me suis arrêté une fois arrivé chez moi. Je me suis effondré sur le porche, haletant, cherchant mon souffle. Ma main était toujours fermée, tenant quelque chose d'humide et de mou. Je l'ai ouverte lentement et j'ai poussé un cri d'horreur. C'était la tête tranchée de la chauve-souris. Selena et moi, on a rompu 4 mois avant le 1er avril. Elle l'a mal pris et débarquait sans arrêt devant chez moi. Quand elle pouvait pas entrer, elle laissait des messages vocaux à 2h du mat, en pleurant au téléphone. Quand ces conneries ont pas marché, elle me taguait sur de vieilles photos avec des trucs genre « ça me manque ». Mes potes m'ont dit de la bloquer. Selena avait toujours été obsessionnelle quand on était ensemble. En fait, c'était justement cette toxicité qui nous avait séparés. Mais on était le 1er avril, j'étais bourré et je me suis dit que ce serait marrant de la faire tourner en bourrique. Alors je lui ai envoyé un texto. « Salut Selena, j'ai repensé à nous, j'avais tort. On peut parler? Tu me manques. » Elle a répondu en quelques secondes. « Oh mon Dieu, oui, oui, oui. Quand et où? Je peux venir tout de suite. J'aurais dû m'arrêter là, lui dire que c'était un poisson d'avril et bloquer son numéro. » Au lieu de ça, je lui ai dit de me rejoindre à Riverside Park à minuit, celui près de chez elle, et qu'on pourrait discuter. J'y serai. Je savais que tu reviendrais. Elle a répondu. J'ai montré tout le fil à mon coloc Tyler, et on a tous les deux éclaté de rire à l'idée que Selena se ridiculise, assise dans un parc sombre à minuit pendant que j'étais sur le canapé en jogging. C'était méchant? Ouais. Mais j'avais 23 ans, elle me pourrissait la vie depuis des mois, et je pensais juste à la blague. Minuit est passé. J'en étais à ma 3e bière, en plein match de Call of Duty. J'avais complètement oublié cette histoire jusqu'à ce que mon téléphone vibre vers 1h du mat. Je suis tellement contente qu'on soit de nouveau ensemble. Merci d'être venu me voir. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais pas quitté mon appart, et j'étais toujours en jogging. Tyler était juste à côté de moi sur le canapé. Impossible que Selena pense m'avoir vu au parc puisque je n'y étais pas. Je l'ai appelé immédiatement. Ça a sonné dans le vide. J'ai rappelé encore et encore. Tyler m'a demandé ce qui se passait. Quand je lui ai montré le texto, il est devenu blanc comme un linge. « Mec, c'est qui est avec elle? »
J'ai essayé 5 fois de plus, mais elle n'a pas décroché. Mes mains tremblaient tellement que je me trompais sans cesse, mais j'ai réussi à envoyer le message. « Selena, je ne suis pas au parc. Ce n'est pas moi. C'était une blague vraiment stupide. Je suis désolé. Réponds à ton téléphone, s'il te plaît. » Les 3 points sont apparus en quelques secondes. « C'est trop tard », a-t-elle répondu avant que le chat ne se coupe. J'ai appelé sa colocataire, Jessica. Elle a décroché à la 4e sonnerie, à moitié endormie et irritée. « Quoi? Selena est là? » « Non, elle est partie il y a 2 heures. Elle a dit qu'elle te rejoignait. » « Pourquoi? » Ma gorge s'est serrée. « Non, Jason. » « Qu'est-ce qui se passe? » Je lui ai tout raconté et on a conclu que celui qui m'avait envoyé ce dernier message était au parc avec Selena et utilisait son téléphone. Jessica s'est mise à hurler et a dit qu'elle appelait la police avant de raccrocher. Je suis resté assis à fixer l'écran. Tyler faisait les 100 pas, disant qu'on devrait aller au parc, mais je n'arrivais pas à me lever du canapé. 2 policiers se sont présentés à ma porte vers 2h30 du matin. Ils m'ont demandé comment était ma relation avec Selena et pourquoi je lui avais dit de me retrouver à minuit si je n'avais jamais prévu d'y aller. Je leur ai expliqué la farce et j'ai vu leur visage devenir impassible. « Tu as attiré ton ex dans un parc vide en pleine nuit pour plaisanter. » Je pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Pardon. Elle va bien, non? Tu l'as trouvée? Ils ont fouillé le parc et trouvé sa voiture sur le parking, porte déverrouillée. Les clés étaient encore sur le contact. Son sac était sur le siège avant, mais son téléphone avait disparu. Près d'un chêne du sentier, ils ont trouvé son talon gauche dans la terre avec du sang sur la lanière. Selena n'est jamais rentrée cette nuit-là. La police m'a gardé au poste pendant des heures. Ils voulaient en savoir où j'étais entre 23h et 2h. Heureusement, Tyler a confirmé mon histoire et les caméras de l'immeuble ont prouvé que j'étais pas sorti. Ils ont dû me laisser partir, mais je voyais bien ce qu'ils pensaient. Ils ont cherché pendant des semaines, mais ont trouvé aucune piste. La partie du parc où ils ont trouvé la chaussure avait pas de caméra. Selena avait tout simplement disparu. Quand ils ont consulté ses relevés, le message venait de son numéro, mais quand ils ont voulu localiser, le téléphone était déjà éteint. Il a probablement été détruit. Pendant des mois, je n'ai pas pu arrêter de sangloter, de penser à tout. Qui attendait dans ce parc? Quelqu'un qui savait qu'elle serait là parce que je lui avais dit de venir. Quelqu'un qui l'observait, peut-être. Et je leur ai tout donné sans le savoir. J'ai 24 ans maintenant. Je continue d'appeler Selena, en espérant qu'un jour elle réponde et que je puisse lui dire à quel point je suis désolé. Jessica ne répond pas à mes appels. La famille de Selena m'a dit de ne pas les contacter. Tyler est parti 3 mois après. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester près de moi. Je ne dors pas. Chaque soir, je repasse la même chose. A-t-elle compris que ce n'était pas moi en arrivant? A-t-elle essayé de fuir? Ou celui qui l'a prise a continué la comédie assez longtemps pour qu'elle ne réalise rien jusqu'à ce que ce soit fini? L'affaire est toujours ouverte, techniquement. Mais le détective m'a dit l'an dernier qu'ils n'ont plus de pistes. Son dossier est dans une boîte quelque part qui prend la poussière. Les gens me demandent si je pense qu'elle est encore en vie. Je ne sais pas. Je ne me permets pas de répondre.